Qui étaient les premiers Américains? Pendant longtemps, on a cru connaître la réponse. Les premiers habitants du Nouveau Monde sont des chasseurs originaires de Sibérie qui ont traversé à pied le détroit de Bering à la fin de la dernière période glaciaire. Mais aujourd'hui, grâce à des techniques empruntées aux experts de la police scientifique, des chercheurs remettent en question cette vision conventionnelle de la préhistoire. Ils ont découvert de nouveaux indices sur l'identité des premiers Américains. Le moment est peut-être venu de réécrire ce chapitre de l'histoire américaine. De nos jours, le continent américain est peuplé de plusieurs millions d'habitants. Mais qui a été le premier à y poser le pied? D'où venait-il et que peut-il nous apprendre sur la genèse du peuple américain? Trouver le tout premier Américain équivaut à reconstituer un gigantesque puzzle. Le seul problème, c'est qu'il manque des pièces, pour l'instant. Mais il y a une histoire que tout le monde apprend à l'école. Je crois que les gens sont venus d'Asie et qu'ils ont traversé le détroit de Bering pour arriver en Alaska. Théoriquement, l'Alaska et la Russie se touchaient, si bien que des peuples venus d'Asie pouvaient passer. Ils sont venus de Sibérie et ils ont migré vers l'Amérique. À en croire cette théorie, ces tribus sibériennes de chasseurs itinérants auraient traversé le détroit il y a environ 13 500 ans, sur les traces de gros gibier, comme le mammouth. En ce temps-là, la plupart des océans étaient pris dans les glaces et le niveau des mers était beaucoup plus bas qu'aujourd'hui. Le détroit de Bering était une langue de terre que ces hommes préhistoriques ont pu franchir à pied pour atteindre l'Amérique. C'est une histoire géniale. Le problème, c'est qu'on a récemment découvert des indices qui suggèrent qu'elle est peut-être fausse. Pour trouver le premier Américain, il faut analyser les traces de son passage. On peut commencer ici, dans le sud-ouest des États-Unis. À 80 km d'Austin, au Texas, se trouve un endroit appelé Go. Il y a 13 000 ans, c'était un campement. Tout ce qu'il en reste aujourd'hui, ce sont les ossements et les outils laissés par les chasseurs. L'examen de ces outils permet à des archéologues comme le docteur Mike Collins de reconsidérer l'image que nous nous faisons des anciens Américains. Et voilà. Génial, ça marche. Ça marche. Quand ils chassaient, ces hommes savaient ce qu'ils faisaient. Ce truc causait d'énormes dégâts. Vous remarquerez que sa forme n'est pas très différente de celle de la pointe d'un missile. Elle est conçue pour pénétrer et voler dans les airs. Les premiers Américains façonnaient leurs pointes de lance à l'aide d'outils en pierre et en bois de cervidé. Ils taillaient l'extérieur du silex pour l'amincir et détachaient les éclats pour obtenir une lame aiguisée et aérodynamique. Sa forme en feuille de laurier lui permettait de résister à la cassure, tandis que sa base rétrécie évitait le phénomène de résistance quand elle pénétrait dans un animal. Les tailleurs de silex qui ont fabriqué ces outils étaient très habiles. C'est un vrai travail d'artiste. Collins est impressionné par les connaissances balistiques des premiers Américains. Mais quand il étudie d'autres outils anciens, il se rend compte que la chasse au gros gibier ne représente qu'un aspect de leur mode de vie. Voici le jeu d'outils de ces hommes préhistoriques. Quand il l'examine, il fait une découverte. Presque chacun d'eux a son équivalent moderne. Regardez comme ces deux-là se ressemblent. On a cette arête ici et on a la même ici.
On le tenait probablement de cette manière, alors que celui-ci a un manche, mais en ce qui concerne la lame, c'est le même outil. Nous trouvons aussi ces remarquables lames en dents de scie. Quand on les examine au microscope, qu'est-ce qu'on trouve? L'usure due à la découpe de la viande. C'est un couteau à scie. Là, on a un marteau qui était probablement tenu à la main. Ici, on a un grattoir, et voici son équivalent moderne. Cette partie arrondie avec cette arête était utilisée pour racler les peaux. En étudiant tous ces outils, Collins acquiert la conviction que ces premiers Américains avaient de solides connaissances techniques. Ces objets sont solides. Ce qui peut à première vue ressembler à un ramassis d'outils primitifs est en fait très sophistiqué. Collins a passé sa carrière à étudier le million d'artefacts mis au jour dans ce site du Texas. Il a trouvé un équivalent moderne à tous ces outils préhistoriques. Sauf à celui-ci. Cet outil en pierre a un bord insolite et un aspect particulièrement brillant. La seule façon de l'étudier correctement est de l'observer au microscope. On a quel grossissement? 200. L'analyste Marilyn Scheberg reconnaît immédiatement le poli et les striures, qui, pour son œil exercé, ne peuvent signifier qu'une chose. Ces trous en forme de cornet disséminés à la surface indiquent que la lame a été utilisée sur de l'herbe. Cet aspect luisant est dû à la silice contenue dans les cellules végétales. Collins est tombé sur une lame qui servait à faucher l'herbe, l'ancêtre de la faux. C'est un tournant décisif dans sa vie. C'est là qu'on amorce un virage et qu'on se rend compte qu'on a affaire à un mode de vie beaucoup plus sophistiqué, beaucoup plus complexe qu'on ne l'avait imaginé. Cette découverte remet en question le stéréotype du chasseur de gros gibier itinérant. Il semblerait qu'on a sérieusement sous-estimé les premiers Américains. Collins n'est pas le seul à le penser. À un peu moins de 2400 km du nord du Texas, le professeur James Adovasio s'efforce lui aussi de redéfinir l'identité de ses lointains ancêtres. Son terrain de chasse, d'anciennes tombes. Décor frais, génial. Adovasio étudie le passé à la manière d'un expert de scènes de crime. L'archéologie est une sorte d'investigation criminelle, sauf que la scène de crime que nous reconstituons ne date pas d'un jour, mais de 200 000 jours. Ces restes humains sont surnommés les squelettes de Windover, d'après le site de Floride dans lequel ils reposaient depuis près de 8000 ans. C'est un ancien cimetière qui contient les dépouilles de 168 hommes, femmes et enfants. Adovasio n'étudie pas les cadavres, mais les vêtements dans lesquels ils ont été ensevelis. Contrairement aux apparences, ces fragments d'étoffe peuvent révéler l'étendue du savoir-faire technologique des premiers Américains. Mais il y a un problème. Le tissu est très fragile. Il doit être conservé dans un milieu privé d'oxygène. L'expert n'a que quelques minutes pour l'examiner avant qu'il ne commence à se désagréger. C'est pourquoi il a recours aux techniques de la police scientifique. Cet appareil est utilisé pour enrober les objets d'un dépôt par évaporation sous vide d'un polymère appelé parilène. La poudre de parilène est chauffée à la température de 680 degrés où elle se transforme en vapeur. Au contact d'un objet, cette vapeur refroidit et se transforme en une fine pellicule de plastique. Si ce morceau de papier brûlé était un indice trouvé sur une scène de crime, le revêtement de parilène le rendrait plus solide. Il assurerait sa conservation pendant encore 6000 ans.
Adovasio a recours à cette technique sur les linceuls de Windover. Au microscope, il remarque que l'étoffe est finement tissée.